Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David. On parle citoyenneté avec Aurélie Gros, ce soir présidente, coprésidente et cofondatrice du G500. Ça va, Aurélie? Bonsoir, ça super, va super heureuse de vous retrouver. Nous aussi. Réciproquement. Vous me manquiez. C'est doux. Ah, c'est bien. Bon, c'est Nous aussi, vous avez manqué. surtout nos invités qui Bien nous manquaient. sûr, bien sûr. Le G500, c'était à Marseille, il y a 3 mois à peu près, oui, c'est ça, si je compte bien. 1600 associations qui font bouger la France, qui ont fait, ou en tout cas qui continuent de faire bouger la France, avec pas mal de résolutions. Pas mal de résolutions, quelques rendez-vous avant les vacances quand même, Oui, puisqu'on a été reçus par Madame Firmin Lebaudot pour présenter certaines des résolutions, notamment sur la santé. Et on attend les rendez-vous avec le président du Sénat, avec la présidente de l'Assemblée, avec le ministre de la Santé, avec la première ministre. Il faut y aller. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? On attend, mais on nous dit quoi? Ça avance? Ça avance doucement au rythme des politiques. On voit ce qui s'est tramé pendant les vacances, puisque le président Emmanuel Macron nous a fait une annonce, il va travailler avec les partis politiques. Bon, moi je pense mais on en parlera tout à l'heure avec Emmanuel Lansac notamment, mais je pense qu'il faudrait aussi faire travailler les associations et peut-être les collectifs, peut-être les ONG et peut-être le G500, puisque c'est des initiatives de terrain qui ont été votées qui représentent plus d'1,3 million de personnes. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de légitimité, et quand les gens veulent avancer positivement, veulent porter des idées, des initiatives de territoire, il faut y aller. Il faut se servir de ces bonnes On a les idées, on a l'expertise qui veulent faire. Eh bien écoutez, au sommaire de cette émission, aujourd'hui plus de 8 Français sur 10 veulent plus de démocratie participative. Emmanuel Lansac, vous en parliez, cofondateur du collectif pour une convention citoyenne sur la démocratie, sera avec nous. Il évoque des solutions pour améliorer cette démocratie en France suite à l'inaction des propositions du grand débat national de 2019. Près de 2000 bâtiments historiques seraient en péril absolu et un quart du patrimoine mériterait des travaux. Alexandra Sobczak-Romanski de l'association Urgence Patrimoine évoquera avec nous le défi de protéger 45 000 châteaux en France. Il y en a plus que de communes, dont beaucoup malheureusement ne sont pas classés monuments historiques. En tout cas, vous pouvez réagir 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Eh bien justement, parlons démocratie. Démocratie, on parle référendum avec Emmanuel Macron. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il y a une constitution, il va falloir s'en servir ou la changer. En tout cas, Emmanuel Lansac, merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes cofondateur du collectif pour une convention citoyenne sur cette démocratie. Cette démocratie justement, Aurélie Gros, qui est mise à mal depuis pas mal de temps et qu'il faudrait remettre un petit peu, on parlera patrimoine tout à l'heure, mais en tout cas au milieu du village. Je pense que le patrimoine, en tout cas, est peut-être quelque chose qui pourrait nous amener vers plus de démocratie. Mais aujourd'hui, effectivement, on a parlé réforme des institutions et c'est resté lettre morte. On a plein d'associations qui se battent, qui proposent des idées. Nous avons eu des conventions citoyennes pour le climat. On essaye d'avancer. On nous propose là, à la rentrée, la nouveauté, c'est effectivement Emmanuel Macron qui va travailler avec les partis politiques. Bon, mais ça ne nous inspire pas grand-chose. Or là, aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Lansac, qui est cofondateur de ce collectif pour une convention citoyenne sur la démocratie. Et c'est un vrai plaisir, parce que vous avez une stratégie, vous avez une volonté, c'est d'amener au débat avec les citoyens, avec les politiques forcément à un moment donné, en tout cas réconcilier ses représentants avec ses citoyens. Et donc on est ravis de vous avoir à nos côtés pour cette rentrée. Donc expliquez-nous un petit peu ce que... Revenir à la genèse, parce que ce collectif est né de quoi et quand ? Alors, merci de me donner la parole. Effectivement, je parle au nom du collectif pour une convention citoyenne sur la démocratie. Très proche du micro. Il regroupe plusieurs associations, Accord citoyen, Démocratie ouverte, Sciences citoyennes, Sénat citoyen, Nous citoyens, enfin plusieurs associations et collectifs, parce que en fait, on a pris conscience à travers les différents mouvements, que ce soit Nuit debout, les Gilets jaunes, évidemment, mais aussi la réforme des retraites, que la question démocratique, elle est centrale. Et cette question, c'est plus celle d'ailleurs de la décision politique, ou plutôt celle du consentement à la décision publique.
parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et on l'a vu au moment de la réforme des retraites, ça a été l'opposition très importante sur ce sujet. En clair, on vote une fois pour les élections présidentielles et après c'est fini, c'est ça. C'est presque ça en fait. Pendant c'est ça 5 le problème. Pendant 5 ans, voilà. À partir de là, on se retrouve dans une situation où on n'a plus voix au chapitre. Et on dit en fait que les gens ne sont pas intéressés par la chose politique. C'est pas vrai. Il y a 80% des gens qui veulent plus de participation citoyenne et 80% des gens qui sont prêts à participer à la réforme des institutions. Et c'est là tout notre projet. Mais certains justement parlaient pour la réforme du RIC, notamment au moment des Gilets jaunes. Est-ce que finalement le RIC, c'est pas vraiment du pipeau, puisque quand il a été mis dans la Constitution, c'était sous Nicolas Sarkozy, on a mis tellement de garde-fous qu'il est impossible d'en faire un. Alors c'est une petite nuance parce que c'était pas le RIC, c'était le RIP. Le RIP. Mais partagé, exactement. Voilà, c'était le référendum. Les Gilets jaunes demandaient le RIC. Voilà, mais le référendum d'initiative partagée, il est fait avec un système qui permet pas de le réaliser. Donc et puis des décrets d'application ont mis énormément de temps à arriver. Là, le RIC, c'est important. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose d'important, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a les assemblées citoyennes, il y a les accords citoyens, qui sont des assemblées hybrides, il y a la question de la représentativité, la question de la proportionnalité, enfin, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'on comprenne bien? C'est quoi le problème en fait? Mais le problème en fait, votre analyse en tout cas de votre... Alors moi, mon analyse, c'est qu'en fait, on arrive à un moment où il y a une conscience très forte. Cette idée d'une convention citoyenne sur la démocratie, elle a émergé effectivement après différents mouvements. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette question, à la suite du Covid d'ailleurs, dans la continuité de ce qui s'est passé pour le Covid, dans la continuité de la Convention citoyenne sur le climat. Et on s'est dit, la Convention citoyenne sur le climat, ça a été une expérience unique dans le paysage politique. C'est un moment extrêmement fort. La seule chose, c'est qu'il ne rentrait dans aucun cadre constitutionnel. Donc il faut faire ce cadre. Et toutes les propositions qui ont été faites à la suite du grand débat, qui sont restées dans les tiroirs, eh bien, ça a été extrêmement frustrant. Je fais partie des gens qui avaient fait des propositions. C'est extrêmement frustrant et il faut pouvoir les discuter, décider ensemble. Et le projet de la Convention citoyenne sur la démocratie, c'est une mission très claire. C'est faire une proposition de réforme constitutionnelle et des institutions et que celle-ci soit validée par un référendum. Alors, ce n'est pas des paroles en l'air, parce que ça rentre dans le cadre d'une loi, qui est la loi sur le Conseil économique et social de janvier 2021, et qui autorise le Conseil économique et social à organiser ces conventions citoyennes. Oui. Et donc, si on obtient, il y a une pétition, d'ailleurs, j'espère qui est en ligne, sur le site du Conseil économique et social, et si on obtient 150 000 e-signatures, c'est pas énorme, à ce moment-là, on rentre dans un cadre légal où le Conseil économique et social devra discuter en séance plénière cette Convention citoyenne sur la démocratie. Il est habilité à le faire selon la loi qui le régit de janvier 2021. Et donc, on pourrait instituer faire une proposition citoyenne de réforme de la Constitution et de nos institutions qui soit valide avec notre Constitution actuelle de la Ve République, puisqu'après ça passe par l'Assemblée et le Sénat, conformément à notre Constitution, et ensuite on fait un référendum pour la validation collective. Alors je précise quand même que Emmanuel n'a pas participé au G500 cette année. Maintenant on fait partie, on peut le dire. Emmanuel Lansac, pas Macron. Emmanuel Lansac, changer de prénom. Emmanuel Lansac n'a pas fait partie du G500, n'a pas participé, mais c'est quand même la résolution numéro 1 d'une de nos tables rondes qui a été votée au vote majoritaire, mais qui après a été votée au vote électif et qui est arrivée numéro 1. Donc cette convention citoyenne pour la démocratie et aussi pour faire cette réforme en fin de compte attendue des institutions. Mais c'est vrai que je pense que ce qui est important d'expliquer à nos auditeurs aussi, c'est parce qu'il y a eu cette impression d'échec par rapport à la convention citoyenne sur le climat. Ça a été quand même une relative déception et on a l'impression qu'on demande la même chose. Mais en fait non, c'est vraiment pour instaurer un nouveau mode de fonctionnement et j'aimerais savoir ce que vous pensez-vous du CESE et est-ce qu'il n'y aurait pas une réforme de cette 3e chambre à entamer qui est un peu réservée. Alors ça, vaste programme, parce que moi je suis le fondateur d'une association qui s'appelle Accord Citoyen et on a une proposition de réforme complète du Conseil économique et social qui pourrait être réellement la vraie chambre de la participation citoyenne. Alors ça c'est clair. Le ministère des citoyens ?
Pourquoi pas justement que le ministère des Citoyens soit le garant de cette chambre citoyenne et que y ait réellement cette participation citoyenne qui soit effective. Parce que c'est vraiment la question de ce consentement. Et là, on est à un moment de maturation politique. C'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on peut continuer à procrastiner pendant longtemps, mais là, c'est le moment, c'est la rentrée. On donne rendez-vous d'ailleurs aux gens pour signer cette pétition, mais on leur donne aussi rendez-vous le 16 septembre. Le samedi 16 septembre. Très bien. Date historique, date historique. Le samedi 16 septembre, pour Cécile, place de la République, on vous fera un gâteau, où on fait un appel pour la Convention citoyenne pour la démocratie, et tout le monde est invité à venir se rassembler sur la place de la République pour fêter ça et faire ça de façon festive. Et ben vous restez avec nous, on continue dans quelques instants, on va parler de référendum et surtout on va expliquer comment tout ça peut se mettre en marche, parce que oui, faire voter les citoyens, oui, qu'ils s'engagent, mais comment le structurer, comment mettre en place. On en parle dans un instant. On est avec Aurélie Gros du G500. On l'aime beaucoup, Aurélie Gros. Et on aime beaucoup, en tout cas, ces belles personnes qui viennent nous rendre. Et on fait un coucou à Stéphane Pellet, parce que sinon on va se faire. Qui est cette personne? Ah oui, voilà, Cécile, tu l'as déjà oublié. Qu'on embrasse, bien sûr. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On parle de démocratie dans cette émission, on parle de citoyenneté, démocratie, ce qui n'est pas du tout le cas des vraies voix, parce que c'est quand même moi qui commande. Et voilà. La seule émission dictatoriale du paysage audiovisuel français. Vous voulez quelque chose? Non, moi c'est pareil. J'avais même mon métro coupé, c'est vous qui l'avez fait couper, je suis sûr. Ah non, mais là c'est la Russie, là, c'est différent. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On est avec Aurélie Gros, on pense bien sûr fort à Stéphane Pellet qui nous écoute. On parle du G500, toutes ces belles initiatives que l'on vous fait découvrir, en tout cas qu'on vous propose depuis un an maintenant, et ça continue et ça ne fait que grossir. Maintenant, on a des demandes de collectifs et d'associations qui ont en tout cas envie de s'exprimer à l'antenne, et on en est très très heureux. Dans un instant, on va vous parler de patrimoine, mais on reste avec Emmanuel Lansac, cofondateur du collectif pour une convention citoyenne sur la démocratie. On revenait sur cette difficulté d'abord aujourd'hui de se dire que la démocratie qui est un peu mise à mal. D'un autre côté, toutes ces conventions citoyennes, comment les mettre en place? Qui aujourd'hui peut représenter les citoyens français? Comment être certain qu'on est bien représenté? Il y a énormément d'échelons aujourd'hui. Emmanuel Lansac, parce que j'ose même plus vous appeler Emmanuel, parce que j'ai peur que je vous confonde. Comment être certain effectivement qu'on soit bien représenté? Et sur la convention du climat, on disait oui, mais il y avait beaucoup de retraités, c'était des gens qui avaient le temps. Est-ce qu'ils représentent ce que l'on est aujourd'hui? Est-ce que ce flou justement ne participe pas à l'engouement peut-être de demander ce type de méthode? Et je vais rajouter non pas une c'est la question la plus longue du monde. Mais une cuillère à soupe à ce qu'a dit Cécile, parce que quand on dit on prend des gens qui n'y connaissent rien dans une convention et on les encadre par des gens, si vous faites une convention sur la réforme des retraites mais que les gens qui encadrent sont du MEDEF ou de la CGT, ils tireront pas les mêmes conclusions. Non, alors il y a des méthodes d'encadrement. Voilà, il y a des méthodes. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Il faut le dire. Voilà. Je pense que c'est effectivement une question qui est extrêmement importante, parce que sur la représentativité, il y a une vraie crise de la représentativité, ça on le sait, à travers les élus. La représentativité par le tirage au sort, c'est vrai que ça questionne, mais sur la méthode, c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement que des retraités, que des gens qui ont le temps, etc. Non, pas du tout. C'est pondéré en fonction du sexe, de l'âge, des milieux professionnels, socio-professionnels, etc. Donc c'est censé être très représentatif. Après, c'est vrai qu'il y a la question du nombre. La Convention citoyenne sur le climat, c'était une première fois, c'était un premier essai, c'est un premier galop d'essai. C'est intéressant, c'est un ovni politique, il a permis d'essayer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on voudrait réformer les institutions en demandant aux gens des institutions de réformer eux-mêmes les institutions. Là, c'est compliqué. Ouais. Donc, on peut essayer. Moi, je suis médecin et je suis très attaché à l'obligation de moyens. Là, il y a eu un moyen qui a été essayé.
bon, voilà, la démocratie, elle est malade, il faut soigner la démocratie, on va essayer quelque chose qui a déjà été essayé à grande échelle, mais qui existe déjà dans la plus grande démocratie du monde, aux États-Unis. La plupart des États fonctionnent aussi avec des assemblées délibératives, font des référendums. Il y a des choses qui ont été faites dans différents pays. Mais et donc, les votations, par exemple, les votations, par exemple, en Suisse ou ça fait partie des choses qu'il faut discuter. C'est intéressant. Mais bien sûr que c'est très intéressant. Et l'objectif de la Convention citoyenne sur la démocratie, c'est que justement la juste place de ces référendums d'initiative citoyenne, des assemblées populaires, des assemblées citoyennes, de toute cette question de la représentativité, la question de la proportionnalité, la question d'une partie du tirage au sort dans le Sénat, enfin, plein de choses qui sont actuellement sur la table doivent être débattues. Il n'y a pas une solution. Et donc, c'est important de l'essayer, et de l'essayer dans un grand moment populaire constituant qui ne soit pas en opposition contre, mais pour un projet pour. Et nous, c'est pour ça qu'on invite les gens à participer à ce mouvement et à nous rejoindre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle tous, toutes ces associations, tous ces collectifs qui se réunissent ensemble, essayent de sauver en partie cette démocratie représentative grâce à la démocratie participative, en l'enrichissant. Donc, moi, en ce qui me concerne, je parle jamais de 6e République. Je crois, toi, Emmanuel, non plus. C'est pas la question de la 6e, la 5e, la 8e. On s'en fout. Mais maintenant, je pense que les Français se posent la question, est-ce que cette démocratie est encore sauvable au vu du piteux exemple qui nous est montré à l'Assemblée nationale notamment, avec des insultes, avec une façon maintenant de gérer la politique politicienne. C'est vrai qu'il y a un dégoût par la confrontation et c'est vrai que l'outrance. On a envie de passer à autre chose, et c'est en ça que je trouve que l'initiative qu'Aurélie mène avec le G500, et on est super content de rejoindre cette initiative et que ça a été voté, parce que ça c'est important, parce que c'est une marque démocratique, ça a été voté au jugement majoritaire, qui fait partie de ces innovations démocratiques. Eh bien, c'est justement de pouvoir de tourner la page de cette politique de la confrontation, du rapport de force violent, pour être dans justement un consentement à la décision politique. Et toutes les associations qui font partie du G500, mais toutes les autres associations qui sont impliquées dans le social, pour l'écologie, pour la transition écologique, pour toutes ces structures, eh bien, on a tous, s'il y a une convergence des luttes, c'est celle de la décision politique, c'est tout. Après, le reste, c'est des intérêts différents. Mais est-ce que vous attendez quelque chose de la rencontre du président de la République après-demain avec les partis politiques, ou est-ce que vous pensez que la montagne va accoucher d'une souris ? Je sais pas, je trouve que ce serait... d'abord, je pense que c'est pas en une fois que les choses se font. Il faut du temps et il faut du dialogue. Et qu'aujourd'hui, on a besoin d'un dialogue citoyen. Penser une réforme des institutions sans les citoyennes et citoyens serait une erreur politique majeure. Voilà. Et on est d'accord que vous, par rapport aux autres conventions citoyennes qui se sont passées, du moins celle pour le climat, il y a un référendum au bout du compte qui va être décidé par l'ensemble des Français avec les décisions. On va pas dire, parce que ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu une erreur politique aussi. C'est-à-dire que le président a dit on prendra tout sans filtre. Bon, c'était constitutionnellement pas faisable. Exactement. Donc, c'était constitutionnellement pas faisable. Bien sûr, il y aura un référendum à la fin. La technologie, l'intelligence artificielle, on a tous un portable. Est-ce que ça aussi, ça peut d'abord créer une appétence pour une jeunesse qui ne vote en rien et qui ne veut pas parler politique, de pouvoir répondre peut-être à des questions en disant voilà, systématiquement on va vous envoyer vous dites oui ou vous dites non. Est-ce que ça aussi, ça peut entraîner et créer une émulation ? La jeunesse, oui, et surtout elle a très envie, parce que justement dans le sondage sur la réforme des institutions, 80% des gens le voulaient, mais dans la tranche d'âge des plus jeunes, c'était 88%. Donc il y a un vrai désir, et que voilà, c'est le moment où on doit passer à l'acte. Je pense que la grande majorité des gens sont mûrs, et pour faire
pour faire ce grand saut, en fait, ce grand saut ensemble pour une réforme de nos institutions et qu'on se retrouve place de la République le 16 septembre. Dans la justice avec les jurés, il faut juste avoir un bon nombre qui soit vraiment représentatif des Français, donc 300 me semble beaucoup mieux. Et je pense qu'on peut dire que la convention sur la fin de vie, c'est un peu mieux passé d'ailleurs que celle sur le climat. Oui. Donc peut-être juste nous rappeler où est-ce qu'on peut signer la pétition. Vite. La pétition, la pétition, on peut la signer sur le site du Conseil économique et social, et dont on vous donnera le lien. On le mettra sur notre compte Twitter. Et puis on vous donne rendez-vous le 16 septembre, le samedi 16 septembre, place de la République. Et venez avec un cadeau. Qui est le jour de l'anniversaire de Cécile de Ménibus. Merci beaucoup Emmanuel Lansac. Restez avec nous, cofondateur du collectif pour une convention citoyenne sur la démocratie. Dans un instant, on va parler patrimoine avec Alexandra Sobczak-Romanski, présidente fondatrice de Urgence Patrimoine. Et il y a énormément à dire. Tiens, il y a plus de châteaux que de communes en France. Absolument. Vous le saviez ? C'est incroyable. On en parle dans un instant, tout de suite. Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, c'est tous les lundis. Ça reprend et on est très heureux avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on embrasse très très fort. Ça s'appelle le G500, le G500 primordial aujourd'hui pour faire connaître ou en tout cas aider les associations à déployer leurs ailes, si je puis dire, en tout cas à les aider, à faire parler d'eux. Et cette émission, on est la preuve depuis un an. On a bien progressé quand même. On a bien progressé et je pense qu'il faut rajouter un petit truc quand même à notre introduction, c'est le trophée Sud Radio. Oui, parce qu'on a eu la première édition. C'est ça. Et là, vous pouvez tous vous inscrire, nous envoyer un mail, votre projet, passer dans l'émission et participer au trophée pour la remise en juin ou selon les JO, on va adapter le G500. Mais je crois que les JO vont s'arrêter pour le G500. À mon avis, c'est ça. C'est ça. Ils vont même reporter l'Euro de football. Il faut s'inscrire, il faut envoyer des projets. Sud Radio est là pour vous aider, pour faire entendre votre voix. Donc on les remercie. Et merci en tout cas de réitérer. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous ne gagnez pas, vous serez reçu à l'antenne et vous aurez l'occasion de parler et en tout cas, vous créez une meute derrière vous pour vous aider. En tout cas, on parlait démocratie tout à l'heure. On parle patrimoine aujourd'hui. Près de 2000 bâtiments historiques seraient en péril absolu et un quart du patrimoine mériterait des travaux et de gros travaux. On en parle ce soir avec Alexandra Sobczak-Romanski de l'association Urgence Patrimoine qui évoque ce défi de protéger ces 45 000 châteaux en France. Donc beaucoup malheureusement ne sont pas encore classés monuments historiques. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci de m'avoir invité. Absolument. Mais quelle belle association Urgence Patrimoine. Toujours, on revient toujours sur la nature et enfin sur la genèse en tout cas de s'engager en disant là il faut faire quelque chose. Ça part toujours d'un petit événement qui paraît petit à l'ordre national mais qui est généralement très important pour des villes, des villages ou même des familles de se dire qu'il faut protéger et préserver et rénover ce patrimoine. Oui, enfin je pense que le patrimoine c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Je compare toujours le patrimoine avec un membre de notre famille. Enfin, c'est vraiment c'est l'essence même de notre pays. Enfin, la France sans patrimoine, c'est pas la France. L'ADN. Oui, l'ADN. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement que ce patrimoine, il faut effectivement lui offrir un avenir. Donc c'est pas toujours facile. Dans les idées reçues permanentes, ça coûte très cher. Or, un patrimoine qui est valorisé, c'est plutôt une manne plutôt qu'une charge, parce que ça contribue au tourisme. C'est un vrai vecteur économique. Et ça crée de l'emploi outre le tourisme sur la rénovation, etc. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose de... Mais c'est toujours le parent pauvre de tout. Le patrimoine toujours arrive en dernier. Le patrimoine, c'est certainement le sujet sur lequel il y a moins de dotations. Enfin, on veut pas en entendre parler. Sans parler du patrimoine religieux. Là, c'est vraiment donc le patrimoine religieux, tout de suite, si on le défend, si on veut le sauver, c'est sujet à polémique. Voilà, sujet à polémique. Beaucoup d'élus, d'ailleurs, sont assez réfractaires à faire des travaux sur leurs églises parce qu'ils ont peur que certains administrés leur disent qu'au nom de la laïcité, c'est pas bien, et leur fassent des procès. On l'a vu notamment en Charente-Maritime, etc. Oui. Alors avec les fameux statuts qu'on
demande de déboulonner. Alors, là, c'est très drôle. On va faire une petite aparté. Bon, j'ai pas encore recontacté le maire des Sables d'Olonne pour le Saint-Michel. Oui. Donc, il y a eu obligation de déboulonnage. La libre pensée a gagné. En revanche, ça y est, ils ont trouvé la parade, c'est-à-dire que le diocèse devait construire une rampe d'accès pour handicapés devant l'église. Donc, c'est une parcelle privée, hein, et ben ils vont installer le Saint-Michel là. Donc, ça va être déplacé de 10 mètres, voilà, et on aura dépensé, je sais pas combien d'argent public en frais de justice, voilà, bon, qu'on foute la paix à nos statuts, et puis qu'on aille s'occuper de choses peut-être un peu plus importantes. Quoi. Moi, j'ai l'habitude de dire que le patrimoine, c'est la vie. Et c'est vrai que ça fait partie de l'ADN de notre pays. On pourra en parler puisqu'on a parlé de démocratie. Je pense que quand on parle de laïcité, quand on parle d'intégration, quand on parle d'immigration, on peut prendre tous les sujets. La notion de patrimoine est quelque chose qui, à mon sens, réconcilie les Français, les ramène vers un sens commun, une adhésion commune. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on explique quand même aux auditeurs, parce que pour expliquer votre association, c'est qu'aujourd'hui, il y a du patrimoine classé, il y a du patrimoine protégé, il y a du patrimoine remarquable, et toutes les églises non sont pas classées. On a pris l'exemple des châteaux. Il y a 45 000 châteaux, mais en fait, il y en a que 20 000 qui sont classés. Donc ça fait aussi les 25 000 restants. Bah, ils font partie de notre patrimoine. Donc voilà, c'est là-dessus que vous vous placez aussi, c'est protéger ce qui n'est pas classé, parce qu'en fait l'État classe un certain nombre de choses. Mais ça n'occupe pas forcément. Et il ne s'en occupe pas forcément. Classé veut dire aussi sujet à subvention. Bien sûr, voilà. C'est ça qui est important de dire. Il y a deux types de protection. Donc il y a le classement. Là, c'est un peu jackpot. Enfin, en théorie, on peut avoir jusqu'à 80% de subvention de l'État. Je dis bien en théorie. Avec dérogation du préfet. Voilà. Et sinon, l'inscription, là, c'est 30%, mais c'est plutôt souvent 10%. Voilà. Donc, bon, mais tous ces édifices protégés au titre des monuments historiques, quand personne ne s'en occupe trop, ils tombent en ruine tranquillement et personne ne fait rien, on ferme les yeux, voilà. Bon, nous, Urgence Patrimoine, peut engendrer des problèmes de sécurité aussi. Hein. Ah oui, mais alors là, dans ces cas-là, arrêtez de péril. Quand c'est un édifice qui est un peu sympa, on va quand même faire des travaux d'urgence, c'est branle-bas de combat. Alors que s'il avait été entretenu régulièrement, il n'y aurait pas eu de coûts absolument faramineux. C'est le problème que nous avons avec nos églises. Nous payons 50 ans d'abandon, de négligence totale. Alors, à tel point que certaines sont carrément rasées. Oui, parce que ça coûte tellement cher que les mairies disent on préfère envoyer les bulldozers plutôt que les restaurants. D'ailleurs, je crois que vous avez un exemple sur un château dans une petite commune, un château, une grosse demeure, qui devait être remplacé par un Aldi. Ah oui, alors ça fait le buzz sur LinkedIn. Ça, les gens ont beaucoup aimé. C'est patrimonial. Voilà. Donc, c'était l'année dernière à peu près à pareille époque. Jiffy, ça m'aurait intéressé. On sent la nuance. Hein. Non, mais donc il y a un an à peu près, il y a un collectif local. Donc ça s'est passé à Louvroil. Louvroil, c'est dans le nord, juste à côté de Maubeuge. Et donc il y avait un petit château. Alors effectivement, c'était pas Versailles, hein, une petite maison de maître, on va dire, mais qui est là depuis le 19e siècle et qui est route d'Avesnes. Alors pour ceux qui connaissent, et c'est vraiment une très belle perspective. C'est une grande avenue, et au bout de cette avenue, il y a ce château qui a été une clinique à une époque, qui a eu plein de fonctions différentes. Voilà. Et puis, donc le collectif nous a contactés pour nous dire voilà, ils veulent raser. La mairie vient de signer un permis pour raser le château pour que Aldi puisse construire une surface commerciale à la place. Bon, donc nous on a essayé quand même de leur dire écoutez, vous pourriez construire la surface commerciale derrière, faire vos bureaux, tout ce qui est administratif dans l'édifice, éventuellement faire une crèche ou un truc de garderie pour les gosses des clients, ça pourrait être marrant, c'était innové, non, ils voulaient absolument leur truc. Et puis alors le permis a été annulé une fois parce qu'il y avait plus de 1000 mètres carrés de surface commerciale et ils avaient oublié la CDEC. Voilà. Donc nous le même jour on avait déposé un recours et puis après ils sont repartis, ils voulaient absolument Aldi, sachant quand même qu'il y avait un Aldi à 500 mètres déjà
de l'endroit. Hein. C'était pas, voilà, c'était juste pour un projet d'agrandissement. Et donc, à force de communiquer, de faire de la mauvaise publicité, enfin, de vraiment buzz, beaucoup en parler, de faire du buzz. Bon, ce château avait beaucoup de chance parce que c'était l'été. Il n'y avait pas grand-chose dans les médias. Et donc, tout le monde s'est emparé de l'affaire Aldi. Et donc, il y a eu, je sais pas combien de signatures sur la pétition et tout. Donc, ce buzz, d'ailleurs, le bruit est l'un des meilleurs amis du patrimoine. Ouais. Ça, voilà. Et donc, Aldi a fini par renoncer et le château est sauvé. Enfin, sauvé. Il ne sera pas démoli. Après, maintenant, il faut effectivement qu'il y ait un suivi et un projet d'avenir. Mais bon, ça, on y c'est croit. Voilà. Mais deuxième tome. Est-ce que finalement, ce qui se passe autour de Stéphane Bern, du patrimoine, est-ce que ça a relancé un petit peu, ça a permis peut-être les Français de regarder un peu différemment, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, alors, je pense que Stéphane Bern est très utile au patrimoine et à l'histoire en général. Enfin, je veux dire, c'est un homme de télévision, très connu. Voilà, bon, c'est un élément indispensable du sujet. En revanche, moi j'ai trouvé, personnellement, hein, là je parle vraiment en mon nom propre, j'ai trouvé que lorsque le loto a été lancé, que ça a un peu démobilisé les gens, parce qu'ils se sont dit, ça y est, il y a le loto, maintenant ça va résoudre tous les problèmes, donc j'ai plus besoin de donner pour le patrimoine. Ce qui a fait aussi, alors la pauvre, c'est pas de sa faute, mais ce qui a fait énormément de mal à la sauvegarde du petit patrimoine, alors moi j'appelle ça le patrimoine de proximité, je déteste le mot de petit patrimoine, c'est Notre-Dame, parce que tout les financements, aussi bien des mécènes que des particuliers, même ma mère qui donne pas Urgence Patrimoine a donné 200 € pour Notre-Dame de Paris. Message à votre mère qui écoute Sud Radio. On va l'appeler tout de suite. Voilà, donc non mais c'est pour dire que voilà, il y a eu une communion et c'était une émotion mondiale. On perdait vraiment notre mère, voilà, Notre-Dame de Paris. Mais le problème, c'est que il y a en France des centaines de milliers de Notre-Dame qui sont, alors je m'excuse pour le terme fort parce que j'emploie toujours ça et des fois ça fait bondir les gens, qui sont dans le couloir de la mort. En fait, vraiment, ces édifices, personne ne les regarde et ils vont tomber tout seuls. Vous avez parlé de ce château du côté du nord qui a été sauvé. Est-ce que vous avez un exemple de vestige du patrimoine que vous n'avez pas pu sauver, qui n'a pas pu être sauvé et qui vous a révolté? Ah là, je me remets toujours pas de la démolition de la chapelle Saint-Joseph à Lille. Là, je suis encore, j'ai vraiment, on a combattu mais comme des lions. Donc je remets les choses dans leur contexte. On a très peu de temps. La chapelle Saint-Joseph à Lille était propriété de la Cato. Donc c'est l'institution elle-même, l'institution catholique elle-même qui possédait l'édifice. Il y a un projet, il y a toujours, il est en train de sortir de terre, un projet de construction de campus universitaire. Et cette chapelle, qui était une grande chapelle, qui était même plus grande que certaines églises, encombrait en fait, le projet. On voulait construire un cube de béton, ce qui est sorti, superbe le cube de béton, très très béton. Et donc et nous, alors, on a essayé de présenter un projet de réhabilitation. On a prouvé que ça coûtait moins cher, parce que ça aussi, les idées reçues, ça coûte toujours plus cher de restaurer plutôt que de mettre par terre. Non, on était à 1500 € du mètre carré pour la réhabilitation. On était à 1800 € du mètre carré pour la démolition-reconstruction. Et on a tout tenté. Stéphane Bern était à nos côtés. Et Madame Bachelot a dit qu'en gros notre chapelle était moche. Et voilà. Donc là, ça fait 2 ans qu'elle est. C'est celui qui dit qui est tombée. Oh là là. La Rosine, si vous m'entendez. Non, mais voilà. Blague, et d'ailleurs, elle l'a dit dans son livre. Elle a parlé de Saint-Joseph. Elle a dit que si on avait donné 3 millions d'euros à Saint-Jo, on pouvait pas les donner à une cathédrale. Et vous restez avec nous, on continue jusqu'à 20h avec le G500, on parle patrimoine aussi, et je peux vous assurer que c'est passionnant. Moi j'adore toutes ces histoires, et j'aimerais qu'on puisse s'engager, parce que sur ce site internet, d'ailleurs vous avez un site, on va en parler dans quelques instants, mais vous avez la possibilité sur Urgence Patrimoine de donner même 10 € par an, ce qui serait formidable. Donc on vous raconte tout dans quelques instants. À tout de suite. On parle patrimoine aussi dans les vraies voix de citoyennes avec Aurélie Gros, le G500, toutes ces belles associations. On parle de G500, mais elles sont plus de 1600 aujourd'hui. Ça ne fait qu'augmenter. Vous avez la possibilité, puisque à partir de maintenant, chaque année, il y aura un événement, en l'occurrence à Marseille,
Voilà, peut-être ailleurs. pas. En tout cas, non, mais c'était à Marseille. C'est ça que je voulais dire. Oui. Et donc, voilà, toutes les candidatures sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire si vous avez une association que vous voulez souhaiter mettre en lumière. Nous vous accueillerons bien entendu avec Philippe David avec joie et bonne humeur. Enfin, ça dépend des jours. Moi, je promets rien. Et on parle patrimoine ce soir avec Alexandra Sobczak-Romanski, l'association Urgence Patrimoine. On parlait d'argent parce que c'est aussi important de parler d'argent, Alexandra. La possibilité aussi, je sais qu'on demande souvent beaucoup de sous pour les associations, mais sans ça, c'est difficile de vivre, de se dire que on peut payer pour une année 10 €, et ce qui est un énorme pas pour vous à chaque fois. Oui, c'est un grand pas, surtout que, alors c'est pas pour financer des sièges sociaux somptueux ou des bouteilles de champagne, ou voilà, c'est vraiment surtout essentiellement maintenant pour payer les recours en justice, parce qu'on est obligé de se retrouver de plus en plus devant les tribunaux. Rien que 3 recours ont été déposés encore en juillet pour éviter des démolitions, et un peu partout sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, on a besoin de cet argent pour payer tous les frais de justice et faire avancer la cause et les choses. Donc il faut participer. Au-delà de ça, vous avez parlé de la chapelle qui s'est fait détruire à Lille, et on peut parler du quartier Saint-Jacques à Perpignan qui est en train d'être très mis à mal, ce qui est dramatique. Donc pensez pour les défenseurs du quartier Saint-Jacques, qui reste une beauté exceptionnelle, défendue par Stéphane Bern, mais qui n'arrête pas les politiques. Mais vous avez une idée aussi, du moins, c'est une idée qui a été votée lors des résolutions du G500, qui est le fléchage de l'impôt. Oui, non, mais ça m'a pris comme ça. Quand je vous ai invité, je dis mais c'est extraordinaire parce que vous parlez du fléchage de l'impôt. La proposition étant de permettre aux citoyens de pouvoir flécher une part de leurs impôts sur une des politiques publiques sur une cause qui les intéresse et qui permet d'avoir au gouvernement un sondage. Donc ça, c'est ma première question, que vous disiez pourquoi, parce que c'est vrai que peut-être que les gens ont du mal à donner aussi. Ils comprennent pas où vont leurs impôts, donc après donner en plus de l'argent, c'est compliqué. Et par ailleurs, sur les bâtiments détruits, ne pensez-vous pas que dans chaque commune de France, pour détruire un bâtiment remarquable, historique, du patrimoine, il faudrait un référendum des habitants de la commune ? Ah mais là, je milite activement depuis des années pour ça, parce que le patrimoine est un bien commun. Parce qu'il y a Emmanuel Lança qui vous organise ça super bien. Il est déjà en train de prendre des notes, il est au taquet. Le pire dans tout ça, c'est que ça se fait à certains endroits, ça s'est déjà fait. Simplement, à chaque fois, l'argument est le même. Le maire dit je comprends, oui, vous êtes très attaché au château. Je pense à la Nilsec, le très joli château qui a été mis par terre en 2017. Oui, je comprends, mais si on le conserve, la fiscalité va être énorme, vous comprenez. Et donc là, tout le monde se couche. Voilà. Et en plus, les gens ont peur d'aller contre l'avis du maire, mais vraiment peur. Donc c'est là où nous, on est important, parce qu'on sert un petit peu de parapluie. On neutralise un petit peu les choses, et comme ça les administrés sont pas obligés de se mettre en avant, parce que après ça veut dire ils auront plus leur permis de construire, ils n'auront plus la place en crèche pour le gamin, ils auront plus. Enfin, il y a vraiment. Vous n'arrangez pas la confiance dans les élus locaux. Attention, il y a des élus qui font des choses absolument formidables, mais c'est vrai que le patrimoine. Ils sont souvent mis à mal dans les budgets communaux, parce que les aides de l'État sont quand même limitées. Vous avez décidé également de lancer la sauvegarde du patrimoine de demain. Comment ça marche ? C'est pas lancé. On essaie d'inventer la sauvegarde, la sauvegarde du patrimoine de demain. En fait, c'est pas du tout prétentieux comme titre. C'est vraiment, on essaie d'abord de mobiliser la jeunesse, parce que effectivement, c'est quand même le patrimoine. Généralement, on le perçoit comme une cause qui est portée uniquement par des gens d'un certain âge. Donc, on essaie de mobiliser les jeunes. Et moi, j'ai foi en cette jeunesse. Il y a quand même une espèce de. Vous en avez 4 autour de la table. Oui. Mais il faut en fait inventer un peu essayer des pistes pour réduire les coûts. Par exemple, nous, quand une commune nous appelle, alors on dit tout de suite, écoutez, nous, on n'est pas capable de signer des chèques, parce que les gens ne nous donnent pas assez de sous, donc on n'a pas de sous à donner aux collectivités. En revanche, on peut essayer de trouver des idées pour faire réduire les coûts. Donc on intervient, on essaie de faire intervenir au maximum le mécénat de compétences.
C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vont donner soit des matériaux, soit du temps et du savoir-faire et des savoir-faire pour restaurer un édifice. Alors, à condition que cet édifice ne soit pas protégé au titre des monuments historiques, parce que dans ces cas-là, on nous renvoie, et c'est très drôle. Mais c'est ça aussi, pardon, je vous coupe, mais je voulais revenir là-dessus, c'est la norme de la norme de la norme de la norme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens peut-être qui voudraient mettre en place des travaux ou en tout cas ou réparer, mais parce que les contraintes sont énormes. Bien sûr, mais là, Madame Bachelot dit pas que des énormités, dit beaucoup, mais quand elle s'est moquée un peu des gens et surtout des églises 19e en disant en début d'année qu'il fallait qu'il y en avait la moitié à mettre par terre, qu'elle n'avait aucun intérêt, et que si les gens voulaient les sauver, ils avaient qu'à se débrouiller tout seuls. Ça se fait déjà, il y a déjà des gens qui se débrouillent tout seuls, voilà, mais et il y en a d'autres qui aimeraient bien faire, mais qui, voilà, les architectes des bâtiments de France, la DRAC, interdit de toucher à quoi que ce soit, donc ça tombe tout seul, et les initiatives citoyennes sont balayées d'un revers de la main. Et rappeler que les églises ne sont pas des bâtiments cultuels, qu'ils appartiennent aux mairies, et que ce sont plutôt des bâtiments culturels qui peuvent être ouverts pour plein d'activités de la commune, qui peuvent être transformés, qui peuvent être ouverts pour faire des expositions, des concerts. Donc non, il faut le rappeler, parce que souvent on a tendance aussi à mélanger quelques concepts politiques. C'est pas que la messe, l'église. Voilà. Non, mais il y a quelque chose qui me semble très important, que ce soit pour un château ou une église, quand un maire décide de le détruire, avant la destruction, il y aurait quand même la vente à un privé, à quelqu'un, qui justement, passe vous la êtes main. Pour l'investissement du privé dans les équipements. Oui, parce que quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Moi, je préfère une église, c'est terrible. Alors, il y a beaucoup de catholiques qui m'en veulent parce que je dis ça, mais il y a encore l'enveloppe, il y a encore l'âme, il y a encore le message. Il y a quand même une église, c'est un lieu de rassemblement. Donc, je préfère un Aldi, supermarché Aldi dans une église, ça peut être d'accord, certes, mais ils feront jamais ça. Mais bon, même faire la fermeture, il faut sonner des cloches. On peut passer. Non, mais voilà, mais les châteaux. Je trouve que c'est soit on trouve 5 millions d'euros, soit on met par terre. Il y a peut-être une autre alternative entre les deux. On peut aussi trouver des investisseurs privés. Ça se fait. Il y a des principes comme la fiducie. Il y a des choses maintenant où on peut trouver quand même des gens qui investissent et ça peut rester. Le principal, c'est que ça reste debout. Et quand le Sénat, dans son rapport, écrit que heureusement, il y a eu que 19 églises vendues. Oui, mais enfin, il y en a combien qui pourrissent? Moi, je suis contente parce que les 19 vendues, elles sont debout, elles sont restaurées et elles ont un avenir. Combien n'en ont aucun, nous le saurons au prochain épisode. 1 minute 50. Est-ce que le patrimoine français est vraiment en péril? Le petit patrimoine est vraiment en péril. En fait, en France, on donne aux grands et jamais aux petits. Donc Notre-Dame, il est arrivé ce qui lui est arrivé, la pauvre, mais voilà. Versailles sera toujours debout, etc., Chambord, Fontainebleau, le Sacré-Cœur. La ruralité n'a plus de médecins, n'a plus de services publics, plus de patrimoine. Bientôt plus de patrimoine. Voilà. Eh ben dis donc, ça fait plaisir de démarrer cette année avec vous. Donc c'est pour ça que rappelez le site internet pour les dons, pour défendre. urgencepatrimoine.fr. Notre ADN. Voilà. Et vous cherchez des bénévoles aussi ou pas? Oui. Toutes les bonnes volontés, tous les corps de métier, tout. Alors nous on restaure pas. Nous vraiment notre marque de fabrique c'est la lutte contre les démolitions. Mais voilà. Les avocats par exemple. Voilà. Nous on en a plein. Mais des bons. Si vous n'êtes pas très bon avocat, n'appelez pas. C'est pas la peine. Attitré, mais après il y en a plein d'autres là qui. Tout ça. Oui, parce que des constats d'huissier on est obligé d'en faire plein. Tout ça coûte. Donc là, dans ce cas-là, on les aime bien les huissiers. Médecins, non. Non mais pour madame, s'il faut la garder en forme. Moi j'aime qu'on dise de nous sommes les urgentistes de la mémoire. En fait on arrive comme c'est un peu désespéré, on analyse et après. G500 c'est les médecins de la politique. Alors tout va bien, on est une équipe de médecins. Vous voyez, vous avez plein de collègues autour de la table. Et puis nous on est 2 patients qu'il faut vraiment gérer parce que c'est compliqué. Surtout elle. En tout cas merci beaucoup Alexandre. Ouais, mais c'est ça. Sobsac Romanski de l'association Urgence Patrimoine, allez voir sur le site internet absolument. Merci beaucoup Emmanuel Lansac d'avoir été avec nous, cofondateur du collectif pour une convention citoyenne sur la démocratie. C'est pareil, il faut aller tapoter sur leur site et aller voir et inscrivez-vous parce qu'il y a des choses à faire et plus on sera nombreux, plus on fera bouger les choses. Et merci beaucoup Aurélie Gros d'avoir été avec nous. Le G500 à lundi prochain. Et inscrivez-vous pour le trophée www.urgencepatrimoine.fr
www, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, Ouais. sommetcitoyen.fr. Ah, dis donc, c'est Tellement beau. bien dit. Merci Philippe David et merci Merci, beaucoup Cécile. Benoît, merci Aude, merci Aurore et merci Ottilie d'avoir été. En tout cas, c'est notre équipe qu'on adore et qu'on embrasse très fort. On vous retrouve demain avec les vraies voix à partir de 17h. Dans un instant, Philippe. La rediffusion de Jean-Jacques Bourdin. Parlons vrai chez Bourdin. Eh bien, on vous souhaite une très belle soirée sur Sud Radio. Salut, à demain.